À quel moment ça naît des parents? C'est pendant la grossesse, c'est au moment de l'annonce, est-ce que c'est pendant les mois qui suivent? Comment c'est accompagné en fait de devenir parent? C'est quoi les choix collectifs, les choix politiques à l'échelle de la société? Qu'est-ce qui est proposé aux parents pour vivre cette naissance? Individuellement, comment on vit ce bouleversement? Comment on vit ce passage? Qu'est-ce que ça peut provoquer, de positif comme de négatif, et vers qui on peut se tourner quand ça ne fonctionne pas? En tout cas quand on vit des difficultés. Finalement, c'est quoi les conditions qui permettent, les bonnes conditions qui permettent de créer, de faire naître des parents? C'est la question qui va vraiment nous emmener, nous porter ce soir. Et pour ça, j'ai la chance, et je vais vous les présenter rapidement et je leur donnerai la parole ensuite, d'avoir un superbe panel. Pour faire dans l'ordre, nous avons Fanny Lacou, qui est du coup autrice de Darwin les féministes, également journaliste au MIF, et vous compléterez sur la suite. Et qui va nous apporter du coup son point de vue à la fois de maman et puis qui a fait pas mal de recherches sur le sujet. Adrien Taquet, donc ex-secrétaire général à la famille et à la petite enfance, qui a notamment travaillé sur la question des 1000 jours et l'allongement du congé paternité. Nous avons Joanne Sissier, qui va nous apporter son point de vue de professionnel de santé, qui exerce aujourd'hui au sein des PMI et qui travaille notamment sur les questions de prévention et d'accompagnement des difficultés parentales. Benjamin Mullet, vous avez peut-être entendu, peut-être vous allez reconnaître sa voix. Il était présent dans les maternelles pendant de longues années. Vous l'entendez aussi encore juste au TF1. Et il est aussi auteur de plusieurs livres, donc qui pourra nous présenter d'ailleurs à la suite de la soirée. Un livre Deviens papa pour les nuls et un livre BD, il me semble, en tout cas sur c'est BD, c'est vrai, sur ces vacances extraordinaires. Donc Fabienne et Benjamin seront là et auront le plaisir de rester avec nous après le débat pour pouvoir échanger, dédicacer, lire, rentrer dans leurs écrits. Et Charlotte Mention qui nous accueille à la maison, finalement c'est le même thème puisqu'elle est sage-femme au calme et qui nous apportera son avis de sage-femme au quotidien sur ces questions. Un grand merci d'être là avec nous ce soir, merci à toutes et à tous. J'aurai le rôle un peu difficile de devoir gérer le temps parce qu'on se tient aussi dans ce moment-là, c'est qu'il est temps d'échange avec le public et puis c'est qu'on ait le temps de pouvoir profiter d'un temps convivial ensuite avec un super buffet qui vous attend et pour poursuivre ces échanges de façon plus informelle. Pour commencer à rentrer dans le sujet et le sujet de ces maisons de naissance, je vais donner la parole à Florence Lemestre, qui est coprésidente du collectif des maisons de naissance, parce qu'est sortie aujourd'hui une étude sur les questions des choix d'accouchement des femmes. Et donc, merci Florence. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse d'être ici, ce qui n'a pas passé de liste qui m'a dit mes notes. Je représente les maisons qui existent en France. Je vais y revenir sur le nombre de maisons et les projets qui veulent voir le jour. Donc, je vous remercie surtout d'être présents ce soir pour ce traditionnel point culminant de la SMAR, comme on l'appelle. Je remercie surtout tous les bénévoles de l'Association du Calme qui ont contribué à l'organisation, à la préparation, à au tournage, à la captation de cet échange. C'est un énorme boulot. Et donc, le but ce soir, c'est pas de vous faire du tout un discours, c'est de vous faire une entrée en matière sur cette table ronde. Alors, c'est pas exactement le thème des parents, mais il y a un lien forcément, puisqu'effectivement, nous avons aujourd'hui publié, c'est pas un hasard, on l'a un peu provoqué, une étude nationale réalisée sur les attentes des femmes sur leur mode d'accouchement, et spécifiquement, bien sûr, sur les maisons de naissance. Je précise que c'est une étude qui a été financée par vos dons, donc je pense que dans la salle, vous êtes plusieurs à avoir contribué à cet effort, à 100%, donc financé par nos bénévoles. Je vous en remercie. C'est une étude qui a été réalisée par un institut national, l'IFOP, sur un panel de plus de 1100 femmes donc représentatives de la population française et qui va du coup nous éclairer sur leurs attentes sur l'accouchement et sur les maisons. Donc le premier et principal résultat qui nous ravit, c'est que quand on interroge une femme en âge de procréer, donc je le précise, c'est des femmes âgées entre 18 et 45 ans, sur le modèle des maisons de naissance. Donc toutes ne le connaissent pas, on leur présente de manière objective et neutre ce qu'est une maison de naissance, ce que ça implique comme un accouchement et d'accompagnement. Quand on leur demande si ça leur donne envie d'y accoucher, elles sont 6 sur 10, donc à répondre par la positive et à vouloir accoucher dans une structure de ce genre. Alors je fais tout de suite une comparaison avec le nombre de femmes qui aujourd'hui peuvent le faire. En France, en fait, il y a une femme sur 1000 par an qui peut accoucher en maison de naissance, puisqu'on a uniquement 9 maisons pérennes en métropole et une en expérimentation en Polynésie. Donc évidemment, c'est, comme diraient les économistes, un manque de match entre l'offre et la demande. Mais on continue d'œuvrer à ce que ça s'améliore. Et donc voilà, le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a encore une forte demande des femmes d'accoucher dans ce type de structure et d'avoir ce suivi
individualisé par une sage-femme, dans l'intimité du couple et dans une structure qui offre la sécurité médicale. Le deuxième résultat qui est en lien avec ça, c'est qu'elles sont plus de 80%, 85% exactement, à être favorables à l'ouverture de nouvelles maisons en France. Donc voilà, c'est assez cohérent. Là, pour vous donner une comparaison internationale, les maisons de naissance, ça nous vient des États-Unis, donc ça a été développé au moment des années 70 aux États-Unis. Aujourd'hui, il y en a plus de 400 qui fonctionnent de manière extra-hospitalière aux États-Unis. Il y en a plus de 150 au Royaume-Uni et 150 en Allemagne. Donc voilà, encore une fois, on est très loin des 10 qu'on a en France. C'est également très développé en Belgique et aux Pays-Bas. Je le mentionne moins parce que ce sont des pays dont la topographie et la densité démographique sont forcément très spécifiques. Donc voilà, pour comparer avec la France, c'est quand même plus cohérent de regarder ce que fait l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Par exemple, en Allemagne, ils ont aussi un suivi statistique de toutes les naissances extra-hospitalières, donc y compris l'accouchement de domicile dont on parlait tout à l'heure, qui est tenu chaque année, un bilan qui permet de suivre donc, cette existence de modes d'accouchement différents de ceux du monde hospitalier. Et les troisième résultats que je voulais vous porter à connaissance, c'est un petit dézoom des maisons de naissance, que en fait notre étude, son but, c'est surtout de faire entendre la voix des usagers, pas juste de défendre les maisons de naissance, mais de défendre la liberté de choix et la prise en compte des attentes des femmes dans leur mode d'accouchement et des parents en général. Et donc, on a posé la question à ce panel de femmes de savoir si leurs attentes avaient été prises en compte au moment de leur accouchement, donc quel que soit le lieu où il s'est effectué. Et la réponse, alors là c'est vraiment du verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est que 80% ont considéré qu'elles avaient été prises en compte, leurs attentes, au moment de l'accouchement, mais donc ça veut dire aussi qu'une femme sur 5 aujourd'hui considère que ces attentes n'ont pas été prises en compte. Donc ça pour nous c'est un message essentiel, c'est vraiment de continuer à entendre et aussi de partir de ce besoin des parents. Je fais une petite parenthèse, c'était vraiment pas le but de mon propos ce soir, mais on a quand même depuis un an une accumulation de missions sur la réforme de la périnatalité. Il y a eu le rapport du professeur Evin de l'Académie de médecine qui a été moult fois commenté. J'y reviendrai pas, il a déjà eu assez trop de notoriété. Le rapport de la Cour des comptes sorti il y a quelques semaines, c'est des rapports qui partent des moyens, évidemment, dont on dispose aujourd'hui et pas des besoins des parents, même si on peut les entendre. Et puis on aura bien sûr la mission qui est en cours au Sénat qui rendra ses conclusions bientôt. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce sondage, pour rappeler que la prise en compte des attentes des parents était importante. Et la dernière question qu'on a posée hors maison de naissance, c'était de savoir si les femmes considéraient que les conditions d'accouchement en France étaient bonnes ou mauvaises. Alors c'est une question qui est un petit peu fragile, forcément c'est le ressenti. Mais c'est intéressant de savoir que 62% d'entre elles considèrent qu'elles sont bonnes. Il y en a quand même 16% qui disent qu'elles ne savent pas. Et une femme sur 5, encore une fois, qui considère qu'elles sont plutôt mauvaises. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a un fort a priori, probablement, parce que les femmes sans enfants sont beaucoup plus nombreuses à considérer qu'elles sont mauvaises. Donc voilà. Ou alors peut-être un effet rétrospectif où quand on juge son accouchement quelques années après, on se dit finalement c'était pas si mal. Donc voilà pour les résultats de ce sondage. Je donnerai un dernier chiffre pour quand même faire un lien avec notre table ronde de ce soir. On a aussi interrogé les femmes, donc vous aurez tous les résultats si vous allez sur le site de l'IFOP, ça a été publié ce midi, sur les critères qui les intéressaient dans la maison de naissance. Est-ce que c'est l'intimité du couple? Est-ce que c'est la sécurité proposée par le suivi tout au long par une même sage-femme au cours de l'accouchement? Donc c'est notamment ces critères-là, mais pour une femme sur 5, c'est le premier critère, c'est la présence du conjoint ou du coparent, on le verra comme on veut, au moment de la naissance, et donc ça fait le lien avec la naissance des parents, comme l'a dit Malice, dont on va discuter ce soir. Je tiens encore à vous remercier d'être présents ce soir. Je tiens surtout à remercier nos invités qui nous font l'honneur d'être là et de discuter avec nous de ce sujet. Encore un dernier chiffre, les maisons de naissance sont connues aujourd'hui uniquement par 25% des femmes. Donc c'est très peu, et on sait bien que le manque d'information est un manque d'émancipation pour les femmes. Donc merci d'être là et merci de participer donc à cette opération de communication sur les maisons de naissance. Si ce n'était pas assez clair, on attend vos relais, c'est ça le message derrière. Et encore une fois, un grand merci pour cette grande étude. Est-ce que ça sort peut-être à chaud une petite réaction, et vous verrez que pendant la soirée, je ne pourrais pas donner la parole à tout le monde sur tous les sujets, donc je choisis. Adrien, Charlotte, à l'écoute de ces chiffres, là du coup d'un point de vue plutôt au quotidien dans une maison de naissance, et puis vous qui avez eu vraiment l'expérience de porter ces gens à la vie politique, ça vous dit quoi? Comment vous les recevez ce soir? Tenez. Je dois dire, on a un micro, donc non, je te passe. Merci.
Merci. Moi, ça ne m'étonne pas beaucoup, en fait. Parce que les maisons de naissance répondent à un besoin qui est assez évident en termes de physiologie. La plupart des grossesses sont physiologiques. Et donc, c'est pas très étonnant que les femmes réclament la possibilité de mettre au monde leurs enfants en physiologie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Non, mais je m'inscris dans les propos qui viennent d'être tenus. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du terme de liberté de choix. Et je pense que c'est ça qui est important. Moi, je suis très empris d'égalité. J'y reviendrai tout à l'heure, je pense qu'on parlera des 10 premiers jours, parce que c'est des valeurs qui sous-tendent cette politique publique. Mais je crois beaucoup aussi en la liberté de choix de chacun. Et c'est effectivement ce que cette étude traduit, après, au pouvoir public, d'organiser cette liberté, c'est-à-dire de la sécuriser, au sens global du terme, et de la rendre véritablement possible, c'est-à-dire notamment qu'il n'y ait pas de biais financiers, par exemple, voilà, de faire en sorte, par exemple, une autre valeur importante dans notre système de santé, protection sociale, qui est l'universalité, qu'elle soit rendue véritablement possible. Bref, que ça soit un droit, que cette liberté de choix soit un droit réel et non pas formel, comme disait nos vieux profs marxistes à l'époque. Merci. Sûrement, du coup, dans cette question de comment on est parent, peut-être un petit mot de témoignage. Donc, je ne sais pas exactement à quel moment je suis née parent, mais en tout cas, j'ai un petit garçon qui est local il y a 3 ans. Et donc, toute cette étape-là, elle s'est passée par un accompagnement par une sage-femme qui a été un point de contact clé du début jusqu'à la fin. Du début, ça veut dire dès les premiers rendez-vous, 3 mois, et à la fin, c'est à domicile, puis 2 mois après la naissance, et même, comme j'ai continué à venir au calme, elle a dû continuer à voir. Quand je dis accompagner, je dis je, mais en fait c'est nous. Donc c'est-à-dire que le papa était présent en permanence, il avait un vrai rôle, il était missionné, donc il était présent à chaque instant. Et puis 2021, c'était la fin de la période Covid, il n'y avait quand même pas beaucoup d'espaces associatifs ou d'espaces de rencontres, on avait tous des MAP, tous des SMAS, etc. Le calme, c'était aussi un village, et en fait on a continué, ça va être la puissance de ce village qui sont un mix d'usagers et de personnel de foyer de santé, dont une partie est dans la salle et puis certains ne sont pas là mais gravitent aussi autour du calme et sont présents tout au long de l'année. C'est aussi cet espace, et cet espace, ce village, il a été, on peut dire un village gaulois qui a été résilient, et la solidarité et les échanges ont continué malgré les contraintes, plutôt dans le respect des contraintes sanitaires, mais sans s'arrêter à ces contraintes-là. Donc moi, si on me demandait comment je suis née parent, je me dirais que c'est quelque part à ce moment-là, et c'est quelque part avec toutes ces personnes-là. Du coup, assez naturellement, je vais sur la question des 1000 premiers jours. Et une question plutôt cette fois-ci, de nouveau pour vous, Adrien Charlotte, ça tournera pendant la soirée, ne vous inquiétez pas. Charlotte, sur concrètement, en fait, ça veut dire quoi? Comment on prend ces 1000 premiers jours dans une maison de naissance? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les conditions qu'on crée? Alors, dans les 1000 premiers jours, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement et après, en fait, nous, on n'a rien inventé. Depuis la nuit des temps, les femmes accouchent au sein de leur communauté, elles accouchent en sécurité affective, elles accouchent dans un endroit où elles sont accompagnées, où elles ont une personne référente, que ce soit d'un point de vue sécuritaire, médical, même si avant on appelait ça des matrones ou c'était la sorcière du village, ça dépend. Mais au final, on ne fait que reproduire un modèle qui fonctionne depuis des millénaires et qui a permis aux femmes de continuer à enfanter en sécurité et de devenir des mamans et de créer des familles. Donc au calme, c'est ça qui se passe. On a une sage-femme référente qui est là pour vous accompagner pendant toute la grossesse, qui est a priori là en fonction des astreintes pour la naissance, mais qui permet cette sécurité affective, le fait de pouvoir vivre ça avec son compagnon en permanence, que ce soit toutes les consultations, l'accouchement, l'après, comme tu l'évoquais il y a 2 minutes. Et il y a aussi toute cette communauté de parents qui reproduit le village. Il y a un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour faire un enfant. Voilà, le calme, c'est ça. Ça permet ça. Merci Charlotte. Et du coup, question un peu orientée maintenant, les 1000 premiers jours, ça a été un grand sujet politique. Pourquoi en fait le choix de cette période-là, vous l'avez porté, vous l'avez poussé, vous l'avez développé? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce choix politique des 1000 premiers jours dans la perspective de faire naître tes parents? Alors, je pense que c'est
c'est un vrai choix politique, au sens politique du terme, et qui est initié à l'époque par le président de la République, qui, dans la politique qu'il mène, on peut considérer qu'il a réussi ou échoué à d'autres égards, mais en tout cas veut lutter contre ce qu'il a appelé les inégalités de destin. Et on sait, notamment chaque jour qui passe grâce aux sciences neurodéveloppementales, mais aussi aux sciences sociales, qu'en réalité cette période de la vie, les 1000 premiers jours, donc vous savez qu'il va du 4e mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans d'enfant, mais qui en réalité, ça c'est une raison un peu marketing aussi, parce que ça fait 1000 jours, mais en fait c'est dès préconceptionnel jusqu'à en réalité l'entrée à l'école. C'est pour ça que moi je pense qu'on est parents dès le projet parental, en réalité, au moins. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça. On sait que c'est à ce moment-là en fait que naissent les inégalités, je parlais d'égalité tout à l'heure, les inégalités développementales, cognitives et sociales. Et que donc en investissant fortement sur cette période de la vie, c'est ce qu'on appelle l'investissement social, c'est un prix Nobel d'économie qui s'appelle James Heckman qui a montré ça. Quand on investit sur la petite enfance, on mettait $1 sur la petite enfance, le pouvoir public, la collectivité, on récupère 7 plus tard. Parce qu'on aura des enfants qui plus tard sont moins malades, auront une meilleure réussite scolaire, sont moins au chômage, iront moins en prison, seront moins criminels, etc. Et donc il faut investir sur cette période de la vie. Il faut investir donc pour l'enfant, pour des raisons développementales. Ça c'est ce que les sciences nous apprennent. Vous savez, les 1000 premiers jours, c'est un concept qui a été un peu consacré par un épidémiologiste anglais qui s'appelle James Berker au milieu des années 80, qui pour le premier a fait la corrélation entre le poids d'un enfant à la naissance et la probabilité qu'une fois adulte, c'est ça qui est important de comprendre, il meurt d'une maladie cardiovasculaire. Et en fait, tout ce que l'on fait durant cette période de la vie n'a pas un impact que sur la santé de l'enfant, elle a un impact sur la santé de l'adulte, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Donc c'est vraiment l'avenir de la collectivité qui se joue à ce moment-là. Donc c'est pour ça. Alors il y a quelqu'un qui a soufflé à l'oreille du président à l'époque en lui disant ça serait bien que tu ailles, que tu regardes ce qui se passe du côté de la Finlande. Ce monsieur, c'était Boris Cyrulnik. Et donc le président de la République m'a soufflé à mon oreille à moi en me disant ça serait bien que tu ailles voir ce qui se passe en Finlande. Et comme je suis obéissant et puis que je voulais garder mon boulot, j'ai été en Finlande, j'ai passé quelques jours. Et j'ai vu, et vous le savez probablement, que, et sans grande surprise, dans les pays nordiques, ça fait 40 ans qu'ils investissent sur cette période de la vie. Donc c'est bien pour l'enfant, c'est évidemment bien pour cette politique publique, c'est bien aussi pour la cellule familiale dans son ensemble, parce qu'une naissance, c'est un déséquilibre aussi, émotionnel, dans les relations entre les personnes qui composaient le foyer jusqu'à présent. Et c'est bien pour l'égalité femmes-hommes aussi, évidemment. Voilà, mais donc, c'est toutes ces corrélations entre... on sait aujourd'hui qu'une femme qui subit du stress pendant sa grossesse, voire des violences conjugales, ça aura un impact sur la santé de son enfant et sur sa santé à elle, à autre chose, et puis aussi sur la santé mentale de son enfant une fois qu'il aura 30 ans. Il y a de plus en plus de corrélations entre ce qui se passe à cette période de la vie et la santé future. Donc c'est ça vraiment qui guide le fait de porter cette politique-là, première chose, lutte contre les inégalités de destin. De la même façon, on sait qu'aujourd'hui, on a cette conception encore un peu, j'espère, vivace de notre école républicaine qui fait un peu office de lutte contre les inégalités, d'ascenseur social, etc. C'est de plus en plus compliqué. Or, on sait très bien que dès 3 ans, c'est-à-dire quand on rentre à l'école, en réalité, entre un fils de cadre et un fils d'ouvrier, il y a déjà 1000 mots de vocabulaire et 3 millions de mots entendus de différence. Donc en réalité, l'inégalité, c'est dès avant l'entrée à l'école qu'elle existe. Donc c'est une fois encore, c'est pour ça qu'il faut investir sur cette période-là. Et donc j'essaie de raccourcir mon propos, bien pour l'enfant, et puis bien pour les parents aussi, évidemment. Quand est-ce qu'on est parent ? En fait, l'autre aspect de cette politique, c'est qu'on s'est dit, on a constaté, parce qu'on a écouté les parents. Moi, on avait mis en place une commission d'experts. Les sages-femmes n'étaient pas autour de la table et elles me l'ont beaucoup reproché. Et on les a écoutées quand même. Et beaucoup. Vous les avez écoutées comment ces deux Elles ont été auditionnées par la commission.
Ah ouais, mais bon. Non, mais c'est une vraie question. Oui, mais c'est une vraie réponse. C'est une vraie réponse. Et on ne pouvait pas mettre tout le monde autour de la table. Mais on a mis pas mal de monde autour de la table pour la première fois. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire aussi, c'est de ne pas opposer l'enfant et les parents. Ce qui est souvent le cas. On rentre souvent soit par l'enfant, soit par les parents. Alors, il n'y a aucune raison évidemment d'opposer les deux, mais parfois c'est un peu ce qui se passe. Donc moi j'ai fait un tour de France des 1000 premiers jours. J'étais à la rencontre de 1000 parents, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a eu le Covid entre les deux. Et ce qui m'a frappé, c'est que le terme que j'ai le plus entendu au cours de ces tableaux, de ces interventions comme ça, de rencontres dans les maternités, etc., c'était le mot de solitude. On a énormément parlé de solitude. Et beaucoup les femmes, sans grande surprise, mais beaucoup les femmes. Solitude avant, pendant et après. Et avec parfois le sentiment que les personnes qui vous accompagnaient après n'étaient pas forcément celles qui vous avaient accompagné avant. Enfin, quelque chose que vous connaissez, auquel vous répondez ici. Donc solitude. Et donc cette idée que, et puis un sondage, une enquête qu'on avait faite à l'époque qui montrait que les parents trouvaient que c'était dur d'être parent. Alors, depuis la nuit des temps, on est parents, vous l'avez dit, et on est tous là, donc c'est qu'en fait on ne s'est pas trop mal déménagé, semble-t-il, depuis lors, mais c'est quand même probablement plus dur aujourd'hui d'être parent qu'avant, parce qu'il y a des nouveaux défis, des nouveaux enjeux dans la relation à l'enfant, dans la façon dont la société est organisée, etc. Et donc cette politique des 1000 premiers jours, c'est aussi une politique d'accompagnement à la parentalité. Voilà. Et donc on a mis en place un certain nombre de choses pour accompagner les parents, la femme, et puis le couple, on y reviendra tout à l'heure. On reviendra sur le détail du couple après. Juste une petite prise de température en 1 minute. On en est où de cette politique, de sa continuité, des actions, peut-être des retours aussi que vous avez pu avoir sur ces dernières années? En toute intimité, hein, Non, mais ça ne prendra pas une... Non, mais je vais vous dire, moi j'ai aucun souci. De toute façon, je fais plus politique, hein, vous avez compris. Donc, je suis assez libre, vraiment. Enfin, je l'étais avant aussi, mais plus encore maintenant. En 1 minute, ça va pas être possible, mais en gros, écoutez, je pense que pour la première fois, on a vraiment... Enfin, moi, j'ai toujours dit que cette politique des 1000 premiers jours, elle a fonctionné, elle a pris dans le pays, et les gens commencent à la connaître, à se l'approprier, parce qu'en réalité, il y avait des professionnels de terrain qui, depuis des années, la connaissaient et en mettaient en œuvre les principes. Et en fait, les politiques, nous, on était en retard. Voilà. Et en fait, si ça a pris, c'est parce que sur le terrain, en fait, il y avait déjà quelque chose qui préexistait et il y avait une grande attente de la part des professionnels de santé. Et d'ailleurs, ça a été une façon de la mettre en œuvre. Moi, j'ai développé c'est pas moi qui ai créé le concept, hein, je cite beaucoup de communistes ce soir, c'était en Chine sous Mao, c'est la stratégie des 1000 fleurs. C'est-à-dire, en fait, on a lancé plein de projets comme ça, enfin, on a lancé plein d'argent pour que les gens sur le terrain déposent des appels à projets, des sages-femmes, des PMI, voilà, qui se mettaient ensemble pour créer des groupes de parents, etc. Et en fait, tout ça, cette stratégie 1000 fleurs a fonctionné, mais parce qu'une fois encore, il y avait quelque chose qui préexistait. Donc, je pense que on a jeté les bases. Vous voyez, par exemple, le parcours 1000 jours. On a créé un parcours 1000 jours, avec un peu 3 temps forts. L'entretien prénatal précoce au 4e mois, les maternités, il y a encore des débats, mais on a remis un certain nombre de moyens, puis il y a la question de la liberté de choix, avec la maison de naissance, et l'accouchement à domicile, et puis l'entretien post-natal entre la 4e et 12e semaine, pour détecter des choses qui étaient totalement taboues jusqu'à récemment, et moi je suis très fier de l'avoir porté. Et je ne suis pas le seul à en faire, les réseaux sociaux ont beaucoup fait, qui est la question de la dépression postpartum. Et moi, j'en ai beaucoup parlé, j'en ai fait un combat politique, parce que c'est un vrai combat politique, et j'étais très fier de le porter. Bon, là, il y a 3 temps sur ce parcours des 1000 premiers jours. En Finlande, ce parcours, entre 0 et 6 ans, d'ailleurs, il y a 12 rendez-vous avec la Neuvela locale, c'est la PMI locale en Finlande, avec les sages-femmes qui viennent à domicile, où le conjoint est souvent là, etc. Donc 12. Donc tout ça pour vous dire, et vous savez très bien qu'en Suède, les pères vont souvent au café du coin, voilà, parce qu'il y a des groupes de pères, des paroles qui se créent. Bon. Donc ce parcours, ouais, on a commencé à en jeter les bases, et ce n'est qu'un début, et je pense que c'est encore devant nous. Puis il y a toute la question des congés aussi. Donc c'est des premières briques. Voilà. Et juste pour répondre à la question, et je trouve que depuis 2 ans, enfin depuis que je suis parti évidemment, ça manque un peu de
ça manque un peu de... Non, mais... On prend le raccourci. Non, ça manque un peu de drive politique, quoi. Enfin, il y a un moment, la politique, c'est aussi... Enfin, voilà, les responsables politiques, ils sont là pour pousser des politiques publiques, quoi. On prend le raccourci, on se dit qu'en 1 minute, il n'y avait pas le temps de développer. Il y a un point qui a été dit là et qui revient beaucoup, et là je me tourne plutôt vers Fabienne, la question de la solitude de cette expérience. Vous avez fait le choix de vous tourner vers les enjeux féministes, d'écrire un livre, de prendre la parole dessus. Du coup, comment en fait, qu'est-ce qui s'apporte l'angle féministe quand on est dans ce bouleversement de devenir parent? Oui, alors merci de me donner la parole sur cet angle-là justement. Juste un petit mot peut-être de témoignage aussi pour qu'on comprenne un petit peu d'où je parle. Moi j'ai accouché il y a un peu plus de 8 ans maintenant dans une autre maison de naissance à Aubagne, donc à côté de Marseille. Et après la naissance de ma fille, les choses ont très très vite déraillé pour moi. Je suis tombée dans une dépression assez profonde, assez grave, hein, puisque j'ai été hospitalisée pendant plusieurs semaines dans une unité mère-enfant. Voilà, une prise en charge que j'ai trouvée formidable et qui d'ailleurs manque en France. Alors là, moi j'ai eu la chance d'habiter sur un territoire où il y avait et une maison de naissance et une unité mère-enfant. Où j'ai été prise en charge très rapidement, de manière très efficace, pluridisciplinaire, etc. etc. Mais en effet, ce sentiment de solitude, je le ressentais très profondément et dans le fait d'être parent, voilà, en règle générale, ce que vous disiez tout à l'heure, mais dans ce que je vivais à plus forte raison. Et moi, dans un premier temps, ce que je me disais seulement, c'était « tu es nulle, tu es incapable, tu es une mauvaise mère ». Voilà, la seule manière dont j'étais capable d'analyser ce que j'étais en train de traverser, c'est qu'il y avait quelque chose qui était cassé chez moi, forcément, en tant qu'individu. Et ce que m'a apporté la recherche, parce que heureusement, quand j'étais à l'unité mère-enfant, il faut dire que je me suis beaucoup ennuyée, car c'était un service où il y avait par choix pas de télé, pas internet, etc. Et du coup, on avait beaucoup de temps qui était consacré aux soins, mais aussi beaucoup de temps qui était consacré à la réflexion sur soi-même et tout. Et pour nourrir cette réflexion, donc, j'ai commencé à faire des recherches, à lire. Et je pense que parce que j'avais, cette intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le fait de l'analyser uniquement de mon point de vue individuel, personnel, j'ai assez rapidement découvert des prises de parole féministes autour de la maternité, de la parentalité. Et ce que ça m'a apporté pour répondre à la question, c'est une espèce de montée en généralité. C'est-à-dire, donc ça peut être par le féminisme, mais ça peut être par d'autres biais. Ce dont on a besoin, je crois, c'est de ce moment où on voit une espèce d'horizon qui s'ouvre, où tout à coup on n'est plus seul. Et on trouve une grille de lecture à ce qu'on est en train de vivre. Moi, cette grille de lecture-là, je l'ai trouvée dans des personnes qui, pour la première fois, me disaient « Ok, en fait, tout ça n'est pas une question uniquement individuelle et intime, mais c'est bien une question politique et collective. » Et ça a été une espèce de bouffée d'air frais dont j'avais tellement besoin pour sortir du marasme personnel, individuel dans lequel j'étais, d'être capable de me rendre compte que des personnes avaient réfléchi sur ce sujet, que j'étais pas toute seule, qu'on était nombreuses à vivre ça, très nombreuses d'ailleurs. Et voilà, le déclic, ça a été mais comment, si on est si nombreuses, on est aussi seul. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Et la réponse féministe, elle m'a permis de me rendre compte qu'il y avait sans doute quelque chose aussi à trouver du côté d'une forme de répartition des rôles dans la société, de toute une mystification, un mysticisme autour de la maternité, de la parentalité, qui est censé aller de soi pour les femmes. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Pour moi, l'instinct maternel, dont on sait qu'il n'existe pas, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti.
ces histoires de coups de foudre, etc. pour son nourrisson, pas du tout. Et le truc, c'est que ça a créé chez moi une culpabilité immense, et je ne méritais pas ça, en fait. Et personne ne mérite ça, de s'auto-flageller quand on va mal, alors qu'en fait, on est coupable de rien. Et se dire que ce que m'a apporté le féminisme, c'est de me sortir de la culpabilité pour me mettre sur un mode plus collectif, revendicatif aussi. Pour commencer à intégrer un discours qui était plus de l'ordre de il faut que le féminisme se saisisse de ce sujet-là, parce qu'il y a clairement un angle mort à cet endroit-là. Et moi, je me suis emparée fortement de ce sujet parce que j'ai eu le sentiment que ça m'apportait une réponse, un endroit de collectif dont j'avais profondément besoin. Merci beaucoup pour ce début de témoignage et je referai appel à vous au cours de l'échange. On va du coup repartir sur du côté des praticiens et je vais vous donner la parole, Joanne, en disant il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais finalement, un accouchement respecté, ça apporte quoi dans la préparation de la parentalité, vous qui voyez plutôt des couples après qu'est-ce que ça apporte? Alors, peut-être pour rebondir justement à ce qui vient d'être dit et sur la question de comment on fait parent, on devient parent, comment on fait les parents. Je crois qu'en effet, c'est une dimension un peu de recette qui est singulière. Je crois que quand on posait la question de quand est-ce qu'on devient parent, eh bien, les parents qui sont ici, chacun aura sa réponse très personnelle. Et donc, ça traduit le fait qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont à la fois de la sphère sociale, politique, culturelle, juridique, de la parentalité, puis il y a une sphère intime, privée, donc là qui est l'ordre de l'histoire de l'individu, du couple, de la transgénérationnalité, de la filiation, vraiment, on va inscrire deux familles ensemble et puis faire œuvre de passage de son histoire individuelle. Et donc quand ça trébuche, eh bien tous ces ingrédients font partie en effet de la souffrance et doivent être regardés. Alors, en psychologie, on parle de facteurs de risque et de facteurs de protection autour de la santé mentale, et qu'en effet ce n'est pas quelque chose que la femme n'a pas, qui lui manque, et comme vous le disiez très bien, je crois qu'il faut lutter contre la construction sociale de ce que doit être une femme, une mère, avec cette histoire d'instinct maternel, puisque maintenant la psychologie et les disciplines associées, comme les neurosciences, ont pu montrer que devenir parent, c'est une transition développementale, au même titre que nous avons vécu notre adolescence, notre petite enfance aussi, mais on se souvient un peu plus de notre adolescence, et donc on peut sentir les bouleversements physiologiques, hormonaux, il y a vraiment des changements très importants, neurophysiologiques, de niveau cérébral, hormonal, qui fait qu'il y a un changement d'identité qui se fait en devenant mère et en devenant père. Les pères aussi ont des modifications hormonales et neurophysiologiques, et puis il y a des changements identitaires liés à la construction du sujet, à son inscription dans sa famille, et puis dans le devenir du couple, puisque le couple doit lui aussi pouvoir cheminer dans la transformation de son lien conjugal vers un couple parental, et ça c'est pas chose aisée. Et en effet, la question de comment une maison de naissance, c'est pourquoi vous m'avez invité, l'accouchement respecté, l'accouchement entouré, j'ai réfléchi. Alors moi j'ai deux axes en effet qui me semblent primordiaux dans l'accompagnement à la parentalité, qui fait le quotidien de ma pratique en protection maternelle et infantile. C'est d'une part la dimension attachementale et la nécessité d'avoir des professionnels référents, donc de pouvoir avoir une sage-femme qui accompagne le couple du début jusqu'à la mise au monde et puis dans le postpartum, parce que en effet c'est un continuum et le couple a besoin d'avoir
un appui attachamental, c'est-à-dire que la sage-femme, l'homme sage-femme devient une figure d'attachement transitoire pendant une période de vie de ce couple, pour justement permettre de réguler le stress vécu par la grossesse, les aléas, aussi soutenir ce qu'on appelle le caregiving, c'est-à-dire une capacité du parent, des parents à se mettre en alerte pour les besoins de ce bébé. Et donc ça, le fait d'avoir une sage-femme qui vous accompagne du début jusque la mise au monde, eh bien, c'est un vrai soutien pour déployer ses capacités parentales. Et également sur la question du couple, puisque j'ai bien vu, sur notamment la visite de tout à l'heure, sur le fait que le couple est pensé d'emblée, uniquement la femme qui vient être suivie pour sa grossesse. Et je crois que ça peut aider en effet le couple à pouvoir anticiper les changements à venir, faire ce qu'on appelle l'anticipation prénatale conjugale, de pouvoir réfléchir ensemble sur ce que va faire vivre au couple conjugal l'arrivée de ce bébé, quelles vont être les questions, la place de chacun, et pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la coparentalité, donc avoir des places différenciées autour de ce bébé, puisque une maman, un père ou un coparent n'aura pas la même place et les mêmes interactions avec ce bébé. Ce bébé ne viendra pas chercher son parent, son père ou sa mère de la même manière, et ça, il faut pouvoir le savoir, le repérer, le porter en tant que conjoint. Et donc de trouver une synergie dans ces places différenciées, dans ces manières d'être très différentes, la place qu'on occupe avec son enfant, et ça peut se construire quand il y a une base positive de la relation conjugale. Et ça, elle est essentielle, c'est vraiment un facteur très important, et notamment sur les questions de santé mentale plus individuelle, de dépression, d'avoir une base de soutien conjugal et de relations conjugales positives. Et je crois que le fait de pouvoir accompagner un couple d'emblée, de porter le couple, et peut-être de permettre au père, et ça, peut-être certains papas pourront nous amener dans le témoignage, que ça peut permettre peut-être de trouver sa place plus facilement, de trouver une implication et un rôle non pas de rustique ou d'accompagnant, mais de pouvoir vraiment déployer sa paternité dès la grossesse. Alors quand on a en effet des intervenants qui changent à chaque fois, c'est peut-être plus compliqué pour les hommes. Mais ça, c'est une question, je n'ai pas de réponse. La réponse est un peu longue, mais Je te propose de compléter, si tu sois d'habitude dans ce changement tout le temps. La même question, comment du coup l'accouchement respecté peut permettre d'entrer en parentalité, et puis il y a quand même eu des éléments forts qui ont été évoqués là sur ce rôle que vous prenez pour le couple. Comment vous, en tant que professionnel, et donc toi, sage-femme, en tant que sage-femme, vous prenez ce rôle-là, quelles sont les limites? Parce que dans votre rôle d'accompagnement, il y a aussi la préparation à l'arrivée de l'enfant. Voilà. Comment ça se passe en fait? Comment vous vivez ça? En fait, pour compléter ce que vous venez de dire, moi je trouve que justement nos parents arrivent à se mettre bien dans la... En fait, ils sont tous les deux dans la même réalité. Et ça met personne à part. Donc c'est au-delà d'une réflexion qu'ils vont poser, que à mon avis beaucoup de couples posent, même quand ils accouchent en maternité. Là, j'ai envie de dire, ils n'ont pas trop le choix en fait. Ils sont là, ils sont dans le bain, et ils sont obligés de faire avec et de se rendre compte de ce qui se passe. Donc il y a une confrontation à la réalité pendant la grossesse, pendant la naissance aussi. De ce qu'est une naissance, ils sont confrontés à la douleur de leur femme est confrontée à leur propre douleur, et donc ça, il faut le gérer en fait, des deux côtés. Et je pense que ça construit beaucoup les couples, juste pour compléter ce que vous disiez. Et en ce qui concerne la naissance respectée permet d'être parent tout simplement parce qu'on respecte les gens. Et on respecte leurs difficultés, leurs peurs, leur histoire. Et on leur permet parce que je pense que tous mes collègues travaillent à peu près de la même manière, on leur permet de s'appuyer sur nous avec cette présence qui est constante, afin qu'ils puissent écrire leur histoire à eux.
C'est-à-dire que la maison de naissance, c'est un endroit où on va faire de la physiologie, mais on ne va pas faire de la physiologie au sens où on l'entend en général. On va faire en sorte que chaque femme soit dans sa physiologie à elle, ce qui n'est pas celle de la voisine, ce qui n'est pas celle du voisin. Et comme chaque femme et chaque couple va être dans sa physiologie de couple, de famille, d'être humain, en fait, en termes de fonctionnement corporel ou en termes psychiques, ils vont réussir à construire, à savoir où ils veulent aller, s'ils veulent prendre à droite, à gauche, s'ils veulent que ce soit pour la naissance, que ce soit pour le sommeil partagé, que ce soit pour l'allaitement, que ce soit quelle que soit la question en fait. On permet cette discussion, on permet, encore une fois, on permet le choix en fait. On permet le choix, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir à la naissance de mettre leur bébé tout seul dans sa chambre et de le laisser pleurer pour qu'il fasse une nuit, ou ils peuvent choisir de dormir avec lui au sein 20 heures sur 24. Ils peuvent choisir en fait. Ils peuvent choisir les parents qu'ils ont envie d'être, ils peuvent choisir la manière dont ils vont mettre au monde cet enfant. Et nous, on va être en soutien de tout ça dans la limite de la sécurité médicale parce qu'on est garante de ça. Mais en fait, c'est ça qui va faire la différence par rapport à une maternité. C'est le fait qu'ils ont le choix. Merci Charlotte. Pour rentrer sur du coup, la voix des parents et des papas, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit extrait du podcast qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle Papa, qui est né d'un espace de discussion entre papa du CAM qui se rejoignaient tous les mois, tous les premiers jeudis du mois pour échanger sur la parenté. C'était volontairement un espace en non-mixité pour eux. Et puis là, il est un podcast avec l'envie de pouvoir diffuser, partager ce qu'ils disaient dans ces temps-là et de retranscrire au maximum l'intimité, la convivialité. Puis il est en diffusion. Daniel, qui est producteur, qui est dans la salle, me disait d'ailleurs qu'on a même des écoutes qui reviennent du Canada, de Belgique, etc. Donc comme il est en francophone, on voit que ça passe. Et que vous pouvez le trouver ou le partager à des papas, puisqu'il est accessible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Mais un petit mot pour nous mettre dans le sujet avec la voix des papas. Clairement, je sais pas vous, mais moi, le rapport avec mon père, il n'était pas très... je m'entends bien avec mon père, mais il n'était pas là le soir, il rentrait tard du boulot, je le voyais pas le matin, enfin... C'était le courant d'air de loin, quoi. Mais moi j'ai pas envie d'être ce père-là. Moi ça me questionne beaucoup effectivement sur c'est quoi être père maintenant, c'est quoi être père tout court, sur qu'est-ce que je vais donner comme valeur, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir eu. Enfin tu vois, tous ces trucs-là c'est très mélangé dans la tête, mais je pense que oui c'est. Alors est-ce que c'est que notre génération il y avait déjà... C'est il n'y a pas très longtemps que ça a changé, j'ai l'impression quand même. Ouais. Hein, mais c'est une progression lente, parce que déjà, la génération de nos parents, il y avait déjà eu un saut en avant par rapport à la génération de nos grands-parents. Déjà, mais qui était... Mais quand nous, maintenant, moi, quand je vois, je me dis, waouh, attends, c'est... Ouais. Et peut-être que nos enfants et sûrement, trouveront que... nous trouverons ringard. Peut-être, mais pour le coup, ça, je crois que oui. Je crois que ça fait partie du truc de trouver toujours ses parents nuls et ringards à un moment ou un autre, mais... Quoi ? Ton père avait pas fait l'opération pour te porter la moitié de la grossesse ? Mais c'est quoi, enfin Ça n'existait pas à l'époque. C'est un extrait court, mais il y a la suite de cette conversation qui est disponible dans le podcast et qui me permet de tourner du coup vers toi, Benjamin, sur finalement comment on devient coparent. Et est-ce que cette place, elle a changé, elle a évolué au cours des dernières décennies, de ce que tu as pu voir parmi tous les témoignages que tu as reçus avec les maternelles notamment? C'est Stromae qui chante « Tout le monde sait comment on fait des bébés, personne ne sait comment on fait des papas » et je trouve que c'est pas la même chose pour les parents. Tout à l'heure tu disais, je crois que tout le monde a sa définition à quel moment on est devenu parent. Moi c'est l'inverse, je ne sais pas à quel moment je suis devenu parent. Et encore par moment, j'ai 3 enfants aujourd'hui, encore par moment je me trouve très gamin, même avec mes enfants. Donc est-ce que je suis devenu parent vraiment? Moi c'est plutôt l'inverse, quoi. Je voudrais rendre hommage, et je suis ravi d'être dans cette discussion, je trouve hyper intéressant, à Adrien Taquet, parce que tout forcément, je fais pas de politique évidemment, moi je représente plutôt les médias, mais ce qui a été fait pour médiatiser ces sujets, notamment des 1000 jours, est quand même à noter, et pour avoir étudié notamment pour un des livres, dans l'histoire plus ou moins récente, à quel point il y a eu une libération de la parole sur ces sujets, on vit quand même un moment qui est intéressant, et notamment politiquement, je pense que c'est bien de le dire. Même si c'est vrai que les sages-femmes n'étaient pas invitées à toutes les tables rondes et tout. Non, mais c'est pas invité tout court. Pardon. Non, mais alors moi je suis très tranquille, vu qu'on était dans j'ai travaillé 7 ans et demi donc au maternel où il y avait toujours des sages-femmes. Je trouve hyper intéressant qu'on ait beaucoup parlé de solitude, et moi c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué dans cette émission. Ça concerne les coparents et bien sûr les mamans avant tout. Et moi, si j'ai trouvé que cette émission elle était utile, c'est parce qu'on venait justement
aider les femmes surtout, mais on va dire les couples en général, qui se sentent seuls en devenant parents. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en faisant cette émission, que j'ai pris la mesure de la chose au fur et à mesure, et le dicton africain disant tout un village élève un enfant, je crois que plus les choses évoluent, moins c'est le cas en France, ou de moins en moins. C'est tout bête, mais dans les années 90-2000, les grands-parents avaient beaucoup plus de place qu'aujourd'hui auprès des enfants. Il y a plein de raisons qui expliquent cela, notamment nous, on a moins envie que nos parents nous donnent des leçons, on a moins envie que nos parents nous disent comment élever nos enfants, on n'accepte plus grand-chose, et la contrepartie, c'est qu'on est un peu plus seul. Je ne sais pas quelle est la bonne situation à moi, mais je livre juste, moi, en tant que non-médecin et non-professionnel de santé, des analyses que j'ai pu faire, parce que moi j'ai le sentiment d'avoir eu la chance d'être dans une émission et de vivre la période MeToo, parce que MeToo a priori parlait pas de ça au départ, mais je trouve que la libération de la parole qui s'en est suivie sur tout un tas de domaines, et c'est loin d'être fini, on a encore vu avec le Festival de Cannes récemment, etc. Il y a eu aussi, je trouve, ça, une libération de la parole sur le souhait d'accoucher comme on le souhaite, tout simplement, sur l'importance de faire évoluer la place du coparent, du père, sur la meilleure répartition des tâches ménagères. Et donc moi, le peu que j'ai vu, moi je suis un éternel optimiste, ceux qui me connaissent trouvent même que je suis chiant pour ça, c'est que je vois toujours les choses de manière optimiste, mais je trouve que les choses elles évoluent très vite. Et les chiffres de ce sondage, moi je regardais, je dis, c'est plutôt pas mal, seulement entre guillemets 2 femmes sur... Enfin c'est ça, 20% des femmes qui ont trouvé que les couchements c'était... Ça veut dire qu'il y en a 8 sur 10 qui trouvent que ça s'est bien passé. Donc, moi j'ai plutôt tendance à penser que, aussi bien politiquement que médiatiquement que là ici en discutant, on accompagne une période qui est joyeuse. Je voudrais encore dire un mot, au-delà de rendre hommage aux personnes qui sont venues ici avec leur bébé, parce que ça, je trouve ça vraiment très fort. C'est peut-être l'impact des réseaux sociaux aussi, je pense qu'on pourrait parler, qu'il y a, je pense, plein de mauvais côtés, mais qu'il y en a aussi de très bons, qui vient aussi lutter contre cette solitude. Et je trouve ça super qu'on a entendu un extrait d'un podcast de papa, où j'ai l'impression, parce que j'en ai entendu, qu'on n'est pas dans le cliché qui peut quand même accompagner souvent la place des pères. Quand on parle des pères, ça reste encore un petit peu cliché, mais de moins en moins. Et donc je trouve ça très bien qu'on puisse aussi entendre les pères autrement, comme le gars qui aide sa femme. Moi je trouve que tant qu'on continuera d'entendre j'ai de la chance, mon mari m'aide, c'est que le boulot ne sera pas encore fait. Et j'ai l'impression que depuis quelques temps, on dit de moins en moins ça. Et je voudrais juste vous donner une dernière micro-anecdote. C'est quand j'ai commencé les maternelles en 2015, quand j'ai commencé en tant que mec avec un rôle assez important dans l'émission, franchement autour de moi tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Des gens pas forcément misogynes 2000, mais un peu quand même, qui disaient mais tu vas vraiment parler de couches et tout. J'étais à l'Europe 1 avant, ça, les journalistes me disaient mais t'es un fou quoi, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Et moi ça m'intéressait vachement. Et 7 ans plus tard, là, quand j'ai arrêté en décembre, vous n'imaginez pas le nombre d'hommes qui ont postulé pour me remplacer. Je dis pas du tout que c'est moi qui ai fait changer la chose. Je dis juste qu'en 7 ans, une fois encore, c'est pas moi, ça n'a rien à voir. Les choses ont changé, maintenant c'est plus vu uniquement comme un sujet. Voilà, c'est moins choquant. Je pense que le mec qui m'a remplacé, personne ne va lui dire aujourd'hui voilà, tu fais des émissions pour changer les couches. Donc les choses évoluent. Je trouve ça pas mal. Merci. C'est effectivement assez joyeux. C'est mon défaut, je l'ai dit. Hein, non, mais cette prise en perspective, c'est intéressant à jouer pour nous. Je ne sais pas qu'elle voudrait réagir. Oui, tout à fait, parce que ça, c'est une donnée, je trouve, très importante sur la question de la place de la parentalité au travail. Et que là, on a un axe vraiment de développement important. Comment, dans les milieux professionnels, on parle de parentalité chez le père, chez la mère, et quelle est la place de la parentalité au travail. Et je crois qu'une des voies, pouvoir sortir en effet des places très normées, très stéréotypées de l'homme, de la femme, du père et de la mère, et de la santé des enfants, hein, parce que je parle aussi de ma casquette PMI, côté postnatal, où j'accompagne des bébés et des jeunes enfants. Alors, je trouve qu'il y a une évolution un peu post-Covid, mais par exemple, et je vais le dire, j'ai été un peu choquée qu'on puisse facilement associer télétravail et garde d'enfants quand les écoles ont été fermées. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'est pas possible ça. Enfin, on ne peut pas télétravailler et garder son enfant en même temps. Et je peux vous dire, ça a été un vrai souci parce que j'ai vraiment eu des femmes en téléconsultation qui étaient en galère de crèche et qui disaient de toute façon, c'est pas grave, je télétravaille, j'ai oublié de 6 mois. Et ben voilà, moi ça me posait vraiment des soucis et je me dis là il y a du boulot. Et je pense que voilà, l'entreprise doit se saisir de la question de la parentalité et voilà,
les pays nordiques ont beaucoup à nous apprendre sur ces questions. Adrien ? J'ai envie de me retourner la question avec la place politique, la connexion avec le monde du travail, enfin voilà, c'est des petits sujets. Non, mais je suis totalement... Alors moi j'ai la même anecdote, je la partageais tout à l'heure, c'est quand j'ai été nommé ministre à l'enfance, en 2019, j'ai beaucoup des femmes, des présidents d'associations, etc., qui disaient « Ah, c'est bien qu'il y ait eu un ministère à l'enfance qui a été créé, et en plus c'est bien que ça soit un homme ». Et j'avoue que je ne comprenais pas cette remarque, une espèce de truc inversé là. Voilà. Donc j'ai vécu la même chose, je ne sais pas si ça a changé depuis, je l'espère aussi. Non, sur le travail, je sais pas si... Enfin si, c'est un peu le centre du sujet. Moi je suis totalement d'accord avec vous. Déjà pour des raisons, même du point de vue de l'entreprise. On n'arrête pas d'être parent quand on badge le matin en bas de la tour, quoi. Et en fait l'entreprise, elle a tout un... Moi je viens du monde de l'entreprise avant la politique. Une entreprise, elle a tout intérêt à avoir... Qu'est-ce qu'elle veut une entreprise ? Elle veut des salariés qui soient productifs. Et un salarié qui en fait n'est pas dans son boulot parce que il a un gamin qui est malade, parce qu'il a un problème de garde, enfin bref, parce que cette dimension-là n'est pas gérée, et ben, au final, ça va porter préjudice à l'entreprise. Moi, je pense que les entreprises, pour les faire changer, il faut leur parler le langage de l'entreprise. Voilà. Et en fait, un parent serein, c'est un salarié productif. Et sur ce sujet-là... Et les entreprises n'ont pas du tout... Mais parce que historiquement, la politique familiale, c'est surtout en France, il ne faut pas qu'en France, mais particulièrement en France, c'est un truc qui relève de la sphère publique, même si ça aussi c'est discutable, parce que c'est l'intime, même si depuis les années 70, on sait que l'intime est infiniment politique. Mais les entreprises n'ont pas dans leur mindset le fait que la politique familiale, ça peut aussi relever de l'entreprise. Moi, je me suis beaucoup milité pour ça. Moi, je m'en étais vachement rendu compte, je suis sur un thème qui est beaucoup moins... joyeux que l'ambiance actuelle, qui est la question du deuil d'enfant. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, et j'ai rencontré les syndicats, parce qu'il y avait cette fameuse histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis, et c'est un sujet sur le congé, un terme très impropre, du deuil d'enfant, et moi j'avais rencontré tous les syndicats. Et notamment donc les syndicats patronaux, vous ne voyez pas trop de quoi on parlait, et je me suis rendu compte que les syndicats de salariés, non plus, c'était complètement en dehors de... Enfin, ils se demandaient pourquoi ils étaient autour de la table en face de moi. Voilà. Alors que c'est un sujet qui concerne évidemment les entreprises. Quand vous avez un salarié qui est confronté à ce genre de difficultés, évidemment que ça concerne l'environnement professionnel, les collaborateurs, etc. Donc vous avez raison, il faut... Et donc c'est là où ça renvoie à la question par ailleurs de la présence du deuxième parent auprès de la mère, auprès de l'enfant. Mais ça concerne l'entreprise, mais les entreprises, si le gouvernement ne fait rien, il ne peut pas faire grand-chose en fait. Parce que si on ne change pas la durée du congé maternité, si on ne permet pas aux femmes d'avoir un congé allongé, parce que d'un côté on dit aux femmes qu'il faut allaiter 6 mois, la référence de l'espèce c'est 2 ans d'allaitement, on en est quand même très 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 loin. Donc si on ne donne pas les moyens aux entreprises de donner les moyens à leurs employés de faire en sorte de rester auprès de leurs enfants, ou d'avoir la capacité d'avoir le choix, encore une fois, de le faire ou de ne pas le faire, je pense que c'est compliqué pour eux de le faire en fait. Moi je suis pas d'accord. Ah, très bien. Non, mais comment ils font alors? Non, mais c'est trop facile de dire. Ah, mais c'est la même chose pour les congés. Quand on a doublé le congé paternité, ouais. Les entreprises, et notamment les syndicats de plus petites entreprises, des PME, me disaient vous ne vous rendez pas compte. Ça va complètement désorganiser l'entreprise. Et là, je leur disais. C'était pareil aux 35 heures. Quand on est passé aux 35 heures, ça a fait peur à tout le monde. Ouais, enfin, en tout cas, ils disaient ça. Et moi, je leur ai dit, vous avez manque de peau, en fait, en face de vous, moi, j'ai été chef d'entreprise. Et en fait, je sais que, en fait, s'il y a de la volonté, c'est souvent de l'exemplarité aussi. Hein, parce que dans les entreprises, souvent, la façon dont se comporte le patron, c'est important pour tous les gens qui sont en dessous, qui ne vont pas aller s'auto-censurer et qui vont oser prendre leurs droits. Et donc, s'il y a de l'exemplarité, s'il y a de la volonté, et s'il y a un peu d'anticipation pour s'organiser, mais en fait, les choses, elles sont possibles. Et si quand on est chef d'entreprise, on n'est pas capable d'anticiper le fait qu'on a une femme qui va partir pour un congé maternité ou un père qui va partir 28 jours plutôt que 14 jours, il faut peut-être penser à changer de métier en fait. Bon, sur l'allaitement, moi, un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est un sujet complexe, que j'ai essayé de porter, pas assez, et que j'ai essayé de reporter là dans le cadre des assises de la santé de l'enfant que j'ai présidé. J'ai vu que vous étiez label IHAB ici, évidemment. Il y a la loi.
Il faut que les entreprises aient là. Ah oui, l'État peut-être devrait sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la loi. Là, je rejoins la loi qui prévoit que normalement on doit avoir, je ne me souviens plus du seuil d'entreprise, mais une salle dans les entreprises de plus de 5, je ne sais plus si c'est 50 salariés pour permettre à la femme de tirer son lait, qu'il doit y avoir même un frigidaire pour qu'elle puisse le garder, qu'il peut y avoir normalement il y a 1 heure, si je ne dis pas de bêtises, qui n'est pas remboursée, pas prise en charge dans le temps de travail. Ça, on a proposé que ça le soit, pour que la femme puisse justement tirer son lait à l'été. Enfin, donc il y a des dispositions qui existent. Alors, elles ne sont pas respectées par les entreprises, ça je vous l'accorde. Et peut-être que l'État, s'il y avait une médecine du travail dans ce pays qui était un peu plus étoffée, qui fonctionnait que ce n'est le cas, peut-être qu'effectivement on peut plus se contrôler. Voilà, mais donc après les congés, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle des congés, on va en parler. Là aussi c'est une première... Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, c'est pas moi qui... Une minute, je vous laisse un petit peu. Non mais ça, à chaque fois vous dites... Vous savez qu'à chaque fois vous me donnez une minute et qu'à chaque fois... J'en aurai 2, allez 2, je prends. Non, mais c'est, enfin, je pense que c'est comme notre débat. Sur cette question des 1000 premiers jours, il y a aussi évidemment la place du coparent, du conjoint. Alors, d'une part, il y a un sujet d'égalité femmes-hommes, évidemment, et puis il y a aussi un sujet de santé de l'enfant. Les neurosciences ont montré aussi, c'est argument à manier avec délicatesse, vous allez comprendre pourquoi, mais effectivement, les neurosciences ont plutôt tendance à montrer que la présence des 2 parents au cours de la première année de la vie est plutôt favorable au développement de l'enfant. Bon, c'est pas... Encore, tout ne se joue pas, vous le savez, au cours des 1000 premiers jours. C'est là où tout commence, mais tout ce qui se passe dans un sens est aussi réversible et inversement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, là aussi, on a mis une première brique, qui a consisté à doubler le congé paternité, donc il est passé de 14 à 28 jours, schématiquement. Et c'est très bien, ça n'a pas été changé depuis 15 ans, je crois, depuis la dernière réforme. Mais moi, dans ma vision, c'est d'aller sur un modèle aussi, on l'a inventé, plutôt nordique, qui consiste à un peu simplifier le système. Parce que sur les congés liés à la situation conjugale, à la naissance, en France, vous le savez peut-être ou peut-être pas, même moi en tant que ministre, je ne le savais pas et je suis toujours incapable de vous le dire, mais il y a 7 congés différents. Puisqu'à la française, à chaque fois on crée un nouveau droit, mais on ne regarde pas ce qui existe déjà et on ne se dit pas que c'est peut-être l'occasion de mettre un peu d'ordre et de rationaliser les choses. Donc il y a 7 congés. Donc moi l'idée c'était de simplifier, c'était supprimer, n'avoir plus qu'un congé, ne plus avoir qu'un seul congé, qui serait le congé parental, familial, qui intégrerait donc dedans le congé maternité et qui pourrait dans ce cadre-là, parce que vous allez voir il est plus grand, être allongé, le congé paternité tel qu'il existe, et puis réformer aussi le congé parental tel qu'il existe jusqu'à aujourd'hui et qui fonctionne très mal. C'est la réforme Hollande pour faire en sorte que davantage de pères le prennent, et je crois qu'il y a 1500 pères qui le prennent chaque année. Ça marche pas. Et donc l'idée, c'est un seul congé, 14 ou 16 mois, mensuel, partagé entre l'homme et la femme, enfin entre les deux parents, avec 6 mois obligatoires pour chacun. Petite parenthèse, je me permets de dire que sur le congé paternité de passer de 14 à 28 jours, on a instauré, vous le savez, une part obligatoire. Pas sur les 28 jours, sur 7 jours, je crois, c'est 7, hein, c'est ça. Voilà. Et ça, ouais, c'est ça, c'est moi qui... Ça, elle est très au courant. Hein ouais. Ça, elle est très au courant. Ouais, c'est très concerné par le sujet. Non, mais juste pour dire que les 7 jours, la partie obligatoire, quand on a commencé à mettre dans l'air qu'on allait doubler le congé, personne ne le demandait. Pas les associations féministes, personne ne le demandait. Parce que c'est pas dans la culture française, simplement. Voilà. Et moi, j'avais rencontré mon homologue suédois, qui m'avait dit, en fait, ce qui est game changer, pardon pour l'expression, c'est le côté obligatoire. Si vous ne le faites pas, en fait, les choses ne changent pas. Voilà. Et puis le deuxième truc qui m'avait vachement alerté, c'est que j'avais été à Béclair, au service de néonat, et on avait fait une table ronde avec les parents, notamment un couple de parents qui venaient d'avoir un petit gamin préma. Et ils étaient là, et tout. Et là, le père me dit, vous avez trouvé que ça fait un peu Cosette, hein, c'est réel, mot pour mot ce que je vous dis. Le père me dit, moi je suis manœuvre, et quand j'ai dit à mon patron que ma femme allait avoir un enfant, il m'a dit, c'est pas toi qui es enceinte. Hein. Donc ça existe encore, évidemment, la pression sociale dans l'environnement professionnel. Et quand vous regardiez à l'époque qui prenait les congés paternité, c'était en mémoire, je crois que c'était 75% des mecs, enfin des conjoints qui le prenaient. Et quand vous regardiez dans le détail, enfin c'était 2 tiers, je crois, c'était à 80% des gens qui étaient en CDI. Par contre, les gens qui étaient en CDD ou en intérim, là, ça chutait à 30%. Voilà. Donc la part obligatoire, c'est aussi
pour dire, en fait, c'est un droit qui est obligatoire. Et juste pour terminer, 16 mois, par obligatoire, 6 mois, chacun des 2 parents. Et au milieu, en fonction, ça peut être la mère, si on veut que le congé maternité dure plus longtemps, et puis ça peut être le père, si, pour d'autres raisons, enfin le conjoint, pardon. Et toute dernière chose, 2 choses. Un, c'est pas trop ce qui est en train de se... Non, 2. Un, c'est pas trop ce qui est en train de se passer là, dans les annonces qui ont été faites. Bon, moi, j'adore pas trop. Et 2, pourquoi je l'ai pas fait ? Parce que c'est pas des choses qui se font comme ça. Évidemment, ça coûte plein d'argent, mais mettez ça de côté, même si on ne peut pas totalement le mettre de côté. Mais par ailleurs, ça implique, et ça a des implications sociétales et en termes d'organisation sociale majeures. En Suède, dans les pays nordiques, au cours de la première année de la vie, il n'y a pas de crèche. Parce qu'il y a un des 2 parents qui est auprès de l'enfant. Donc ça veut dire que si on fait ça, je pense qu'il faut le faire pour le bien des parents, pour le bien de l'enfant, il faut revoir tout notre système d'accueil du jeune enfant en France. Et donc là, c'est pour ça aussi que dans le cas des 1000 premiers jours, en plus du plan de congé PAT, il y avait le lancement de ce projet qui est encore en cours, qui est long, qui est compliqué, ce qu'on appelle le service public de la petite enfance, pour offrir à tout le monde, sur le principe de liberté, un mode d'accueil pour son enfant, mais qui nécessiterait, si on allonge les congés, qu'il ne commence qu'à 1 an, sauf quelques exceptions. Voilà, pardon, c'est très long. On va s'arrêter à ce projet paternité qui peut être un débat très long. Il y a un dernier angle, rapidement, je vais vous poser à adresser. On est aussi là avec un rôle de militant et puis on est aussi là avec un rôle pour alerter. Ça a été un peu dit, on a entendu Bernard Parental tout à l'heure. La question de la prévention, quand ça va mal, on fait quoi ? Je vais tourner vers vous, Joanne, quand ça va mal, on fait quoi ? Alors je crois qu'il y a le avant que ça va mal. Et là, il y a un grand chantier qui est de pouvoir déstigmatiser la santé mentale, sortir du tabou, la souffrance psychologique. Ça ne doit plus être tabou. Devenir parent n'est pas pur bonheur. Il y a, c'est une transition, et il y a des mouvements positifs, plus négatifs, de la souffrance, de la solitude. Et donc, il faut pouvoir déjà l'inscrire comme une donnée de base. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, les chiffres sur la dépression périnatale, bien sûr, l'attestent. Ce chiffre qui est entre 15 et 20% chez les femmes, 5 à 10% chez les hommes. Quand on est dans une population clinique, c'est-à-dire les femmes avec des facteurs de risque élevés, on est plutôt sur 38 à 50% de risque de dépression prépartum, postpartum. Donc ces chiffres nous obligent, professionnels de santé, à pouvoir parler santé mentale comme une donnée somatique, lambda, faisant partie du suivi de grossesse et du suivi postnatal. Alors, il y a des outils pour aider à pouvoir discuter de santé mentale. On a le PDS, qui est un auto-questionnaire, l'Édimbourg Postpartum Depression Scale. Donc c'est un auto-questionnaire en 10 questions qui a été construit à Édimbourg, traduit en France par Nicole Bégné, validé. C'est l'outil le plus utilisé dans le monde entier. On peut l'utiliser en anténatal, en postnatal, pour les papas, pour les mamans. Et il permet de déceler un risque de dépression. Ça ne diagnostique pas la dépression, mais le risque. Disponible sur l'appli du jour. Comment il est utilisé le jour. Alors là, justement, j'aurais même, comme je profite de votre présence, j'ai des idées. Puisque donc là, pour le coup, en effet, il est disponible sur l'appli du jour. On peut l'avoir, le télécharger en version papier. Donc après, en effet, c'est un outil en français, écrit en français. Donc pour les femmes et les hommes qui ne maîtrisent pas la langue française, qui ne savent pas lire le français, voilà, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a des choses à créer pour pouvoir, parce qu'il est traduit, il est dans beaucoup de langues. Donc on irait pouvoir, même en audio, parce qu'on peut. Exactement. Donc il y a plein de choses à développer. Dans tous les cas, c'est un outil, c'est un auto-questionnaire, c'est très intéressant. Ça permet à la femme, à l'homme d'objectiver sa souffrance. C'est lui qui s'auto-évalue. Donc ça limite le biais de désirabilité sociale, à se dire qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Donc
Donc ça, c'est une donnée assez intéressante et pour l'utiliser fréquemment, je constate, les collègues et moi-même, on constate combien les femmes peuvent être surprises de voir en effet qu'elles souffrent, vraiment de prendre conscience de leur souffrance, de prendre du recul, je ne pensais pas que c'était autant. Ou des fois, le score est plus faible que ce que la femme pouvait imaginer son degré de souffrance. Donc c'est une donnée, c'est une donnée parmi l'observation clinique du professionnel. Mais en tous les cas, ça permet, c'est une boîte de dialogue donc très intéressante. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dépister ne suffit pas. Et donc aux États-Unis, j'ai un article qui vient de sortir dans la revue Devenir. Justement, je me suis intéressée de savoir dans le monde comment se passe le dépistage systématique, est-ce qu'il existe et comment le vivent les femmes, comment elles vivent ce dépistage, comment les professionnels le vivent aussi. Alors les femmes, globalement, elles le vivent bien. Elles sont plutôt surprises qu'on ne parlait pas de santé mentale, et donc celles qui ont été confrontées à la souffrance psychologique sont très très surprises de dire on m'a pas dit en fait que ça pouvait arriver et que c'était fréquent. Donc je trouve, on parlait de solitude, je crois que là on a un bel exemple de solitude que l'on impose aux parents. Et puis, ce qu'elles nous disent aussi, en effet, c'est le fait qu'elles ont besoin de pouvoir discuter de ces questions avec un professionnel en qui elles ont confiance, donc la question vraiment de la référence du professionnel qui accompagne, qui est essentiel dans le suivi. Et puis si on utilise l'auto-questionnaire pour parler santé mentale, le PDS c'est de prévenir, de proposer, de dire le prochain rendez-vous, on proposera un questionnaire et qu'elle le fasse dans un environnement confidentiel, sécure. C'est du questionnaire, merci. Question rapide, du coup, si vous acceptez, Fabienne. Vous avez parlé de la façon dont vous avez été pris en charge. Souvent, la question, c'est à quel moment qu'il a détecté, quel a été votre contact pour vous. Déjà, est-ce que vous avez utilisé cet outil ou pas, est-ce que vous avez été proposé? Et qui a été la personne qui vous a permis de franchir le pas et d'être accompagné? Oui, alors moi je suis un peu le cas d'école, donc il ne faut pas forcément me prendre pour exemple, parce que très malheureusement ça se passe rarement de cette manière-là. Mais je vais quand même dire comment ça s'est passé pour moi. Donc comme j'ai accouché en maison de naissance, je l'ai dit tout à l'heure, du coup j'avais un suivi avec une seule et même sage-femme pendant toute ma grossesse. Et puis, pas au moment de l'accouchement, parce que bon, bref, la maison de naissance où j'ai accouché fonctionnait un petit peu différemment, mais tout de suite aussi après en postpartum. Moi, donc, et mon conjoint. Du coup, ça a fait que j'avais une très grande relation de confiance avec cette professionnelle qui me suivait. Si bien que quand j'ai senti quand même assez vite, et ça c'est pareil, c'est pas toujours le cas, parfois ça peut mettre des semaines, des mois, pour que la personne ose ne serait-ce que se formuler à elle-même que quelque chose cloche, parce que c'est quand même, on ressent encore, et malgré le fait qu'on avance sur ce sujet et qu'il y a de moins en moins de tabous, c'est quand même encore très honteux. Donc, le tabou il est du côté de la société, mais la manière dont on le ressent à l'intérieur de soi, parfois, ça peut quand même être une grande honte de se sentir comme ça et de ne pas se sentir heureuse ou heureux de l'arrivée de ce bébé. Et donc dépasser la honte pour dire je me sens mal, voire très mal, très clairement j'ai envie de crever, et ça c'est pas simple. Et le fait que moi j'avais une professionnelle à mes côtés en qui j'avais pleine et entière confiance, ça m'a permis en fait de lui dire et de l'appeler à l'aide quand j'ai senti que vraiment je n'allais pas m'en sortir seule. Et donc elle, déjà elle est venue chez moi, elle m'a écoutée, elle m'a fait passer le questionnaire, le BDS là, où j'étais rouge écarlate. Elle m'a massée, elle m'a isolée, elle m'a commandé un repas. On a mangé tous ensemble, on a rigolé, on a dédramatisé. Et dès le lendemain, elle a appelé pour moi l'unité mère-enfant, laquelle m'a reçue dans la journée en consultation en urgence
Et j'ai été prise en charge, du coup, en 48 heures, la chose était faite, en fait. Donc je pense que c'était absolument exemplaire comme manière de faire ça et de me prendre en charge dans cette difficulté-là. J'ajoute que mon conjoint, comme ma famille élargie, ont aussi été très soutenants, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Il y a parfois beaucoup de jugements, beaucoup de stigmatisation de la part des familles, des belles familles, et parfois les conjoints sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils ne s'étaient même pas imaginé que peut-être madame n'allait pas assurer. Et que du coup, bon, ça fait un peu un truc comme ça. Mais c'est vrai que ça fait ça aussi, ces représentations qu'on a de la maman qui est en charge et du papa qui est juste là pour assister. C'est qu'en fait, quand maman qui est en charge, elle assure pas, et ben papa qui était juste là pour assister, du coup, il se retrouve un peu le bec dans l'eau, quoi. Et c'est vraiment pas une question de mauvaise volonté, c'est juste des trucs de représentation qui d'un coup se heurtent à la réalité très très violemment. Et comme on est dans l'urgence de quelqu'un qui ne va pas bien du tout, et d'un tout petit bébé dont il faut quand même continuer à s'occuper, bon, tout ça, ça crée de la complexité, là où il y en aurait moins si ces sujets-là étaient abordés plus systématiquement. Voilà, et donc ensuite pour moi, la prise en charge en unité mère-enfant, je le disais, de manière pluridisciplinaire, donc à temps plein me concernant, nuit et jour pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que j'arrive à vivre. Voilà, juste ça. Et après, ça a été beaucoup plus long pour commencer à me sentir apte, etc. Merci pour la sincérité, ce témoignage de quelle école. Ouais, une micro-réaction et après, pour dignement le micro au voisin, j'avais envie d'entendre le coparent quand ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Alors juste pour compléter justement par rapport à ce que vous dites, ce qui est très important, ce que vous montrez aux États-Unis où ils font des dépistages un peu depuis 2015, 2012-2015, c'est en effet si le dépistage seul ne suffit pas, il y a tout un travail d'orientation à faire. Si on dépiste, on dit voilà, on revient avec la femme ou l'homme, la souffrance psychologique. Donner une adresse ne suffit pas. Il y a un travail d'orientation. Et on montrait leurs chiffres, sont passés de 12-20% de femmes juste le dépistage qui allaient vers les centres de soins en santé mentale, ont passé à 70-90% quand le professionnel fait un travail d'orientation. Je tiens à souligner que votre sage-femme a pris le téléphone pour vous et donc a permis vraiment qu'il y ait une orientation de fait et la passation de confiance qui est essentielle, et surtout sur des questions de santé mentale, puisqu'on est sur de l'intime, avec, comme vous le dites, qui est le process de la dépression, un sentiment de honte, et quand il est là, en effet, il y a un risque élevé de passage à l'acte dont il faut intervenir rapidement. Et donc ça, c'est vraiment une dimension très importante, et merci de ce témoignage que seules les femmes et les mamans peuvent nous dire. Mais ça, c'est possible qu'en maison de naissance, en fait. Là, on a l'exemple de la maison de naissance. Ouais. Je vais juste ajouter c'est possible qu'en maison de naissance, parce qu'en fait, il y a une autre dimension. Là, c'est toi qui l'as, entre guillemets, dépisté de ton état. Mais il y a aussi le fait qu'on connaît intimement nos patientes et que quelqu'un qui voit une sage-femme différente chaque mois, la sage-femme ne pourra rien dépister du tout. Elle ne connaît pas cette patiente. Donc il n'y a pas de capacité A, et puis la sage-femme qui va avoir la patiente, une femme qui va avoir une sage-femme différente tous les mois, elle ne va pas se confier non plus, inversement. Et la sage-femme ne va jamais pouvoir rentrer dans l'intime comme c'est là. Donc on l'a vu sur le sondage, on est à une femme sur 8 qui peut. C'était quoi les résultats? Je ne sais pas quel chiffre tu cherches. Qui pouvait accoucher en maison de naissance. 6 femmes sur 10. 6 femmes sur 10, voilà. Elles veulent, mais en fait, en réalité, ce scénario idéal, il est impossible. Il est impossible. Alors, il y a l'entretien prénatal. Je vais volontairement pas laisser la place au débat, parce que j'aurai une ou deux questions de la salle, mais ça revient à la question et au message militant du développement des maisons de naissance ou des alternatives qui permettent ces conditions-là. Un petit mot quand même sur le coparent, parce qu'on lui donne sa place ce soir. Quand ça va pas, le coparent. Merci pour nous représenter. Moi, je peux peut-être dire ce que je ressens, non pas dans des situations si extrêmes comme tu viens de le raconter, où là, évidemment, c'est l'hospitalisation. Je pense que le coparent, ce qui peut être, c'est une écoute et être le plus bienveillant possible. Moi, je parlerais peut-être plus du baby clash, où en gros, si je devais résumer les baby clash, on va dire que ça va aller l'embrouille,
à l'engueulade, à la crise conjugale qui suit la naissance d'un enfant. Et la question n'est pas de se poser est-ce que ça va nous arriver, mais plutôt quand est-ce que ça va nous arriver. Et je pense qu'on en revient au sujet qui est celui de la prévention. Et je pense que le boulot des sages-femmes, des médecins, des gynécos, etc. avant, c'est de prévenir. Votre couple, j'espère qu'il est sérieux, parce que les choses sérieuses arrivent, je le dis en rigolant, c'est pas drôle. Mais je pense que comme tous les sujets, plus on va être prévenu du fait qu'on va en chier, qu'en étant fatigué, ça va être encore plus dur, qu'on supportera encore moins l'autre avec les cernes jusque-là, et etc. Syndrome du bébé secoué. Ah oui, alors, c'est aussi le cas. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que la prévention est de plus en plus faite sur le syndrome des bébés secoués, sur les violences conjugales, qui aussi, les statistiques montrent que quand même, ça explose à partir de la grossesse et avec l'arrivée du bébé. Donc tous ces sujets, ça demande de la prévention. Dans les médias, je crois que nous, je parle d'une émission où on en parlait énormément. J'ai eu l'impression qu'on joue le jeu. Je ne sais pas si tous les médias jouent le jeu de faire de la prévention à ce niveau-là. Mais en tout cas, votre métier, à vous les professionnels, je pense, c'est de beaucoup dire bon courage. La mission est lancée. On a le temps pour 2 questions du public, si vous en avez. 2, 3. Je ne demande pas de la longueur de la réponse d'un table. La vitesse de Caliste, et j'en profite pour ce petit temps pour vraiment remercier toute l'équipe de bénévoles qui sont là derrière l'organisation de cette soirée, cet événement, pour filmer, monter les marches ou autres. Merci beaucoup, merci pour ce débat très intéressant. J'ai 2 petites remarques. Déjà, Monsieur Préquet, vous avez dit que les associations féministes avaient, si j'ai bien compris, avaient jamais demandé que le congé paternité soit obligatoire. Il me semble que depuis que le monde est monde, les associations féministes demandent un congé qui soit égal au congé maternité et que de 2, il soit obligatoire pour évidemment être à égalité dans la société. Ensuite, face aux tâches ménagères, parce qu'aujourd'hui c'est lié, on sait très bien que les pères qui ne prennent pas leur congé paternité sont désengagés du foyer, donc désengagés des tâches. Voilà. La deuxième remarque, elle est, attendez, j'ai noté parce que cette discussion était hyper intéressante. Sur le congé, sur les 16 mois ou 18 mois là dont vous parliez, moi je pense que c'est intéressant de faire la différence entre ce qui est du congé maternité pour s'occuper de l'enfant et le congé maternité qui est dédié à la femme qui a accouché, même si l'accouchement se passe absolument parfaitement, et je peux en témoigner parce que j'ai accouché au calme, mais c'était absolument merveilleux, et je le referais 10 fois si je le pouvais par jour. Même dans ce cas-là, mon bébé n'était pas prêt pour sortir de chez moi en portant mon bébé. Il fallait que je me repose pendant au moins, mais minimum, les 6 semaines après, il fallait que je sois couchée tout le temps, et je ne pouvais pas porter mon bébé, même dans mon propre foyer. Et donc ça, le congé maternité, il est destiné aux femmes. Après, le congé parental, il est destiné aux enfants. Et donc, c'est comme dans tous les débats, on invisibilise directement et totalement, dès qu'on pose la question, on invisibilise les femmes. Les femmes qui accouchent ont besoin d'avoir des congés pour se reposer. Et donc, même quand elles ont leurs 3 mois de congé maternité aujourd'hui, ou 2 mois et demi, je ne sais pas trop, elles ont besoin qu'il y ait quelqu'un dans la maison pour s'occuper du bébé. Et même s'il y a un parent qui s'occupe pendant 1 an de son bébé, il ne peut pas être tout seul, parce qu'on l'a dit 10 fois, on a besoin d'un village pour s'occuper de ses enfants. Et un village, ça veut dire aussi les parents, les grands-parents, les amis, que la société, que je sais pas, que les trains et des wagons, qu'il y ait la place dans les cafés, qu'on accepte les cris des bébés, qu'on accepte les bébés dans les familles. On a besoin d'accepter les enfants à tous les stades de la société, on a besoin d'accepter que les femmes ont accouché, donc certes, c'est pas une maladie, blablabla, on a quand même besoin d'attention à ce moment-là, on a besoin de ne pas être oublié. On a besoin que les parents, les coparents soient présents tout au long de leur vie de parents, en fait, donc pas seulement, même 18 mois, en fait, c'est ridicule quand on y pense. Merci pour votre réaction, je prends vraiment le rôle des... Et la question du congé paternité est un sujet épineux, donc ça pourrait faire l'objet d'un débat à part entière, donc on va continuer autour de la table. Est-ce qu'il y a une question que vous souhaitez partager au groupe? Je peux peut-être répondre à la remarque. Je répondrai après, enfin, si l'occasion m'en est donnée. Il y a un droit de réponse. Ce n'est pas une question, mais c'est une remarque que je pense qui sera très douce. Je m'appelle Marie-Élie Wettem, je suis psychologue clinicienne à la PMI Brune dans le 14e. Et c'est pour revenir sur cette question de l'EPDS. J'entends ce que vous avez dit effectivement, mais je pense que les PMI ont un rôle à jouer majeur du côté du dépistage et de l'EPDS. Ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur la question. La première des choses à travailler, je crois que c'est la formation des professionnels, d'entendre également que des professionnels qui accueillent des questions de santé mentale doivent avoir des lieux d'orientation et d'adressage, sans quoi beaucoup sont réticents au simple fait d'ouvrir une problématique sans avoir de possibilité
d'orientation. Donc je pense que c'est des questions qui sont fondamentales à pouvoir entendre et qu'avec aujourd'hui une petite année de recul, on observe. Alors, je dois reconnaître que nous avons la chance d'avoir un service de guidance qui est collé à notre service et on a la possibilité avec les mamans, que ce soit les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, psychologues, etc., de pouvoir accompagner la femme qui a une EPDS extrêmement élevée et qui le souhaite. Et quand elle ne le souhaite pas, on peut proposer un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous jusqu'à ce qu'elle se sente prête. Et le fait d'avoir cette alliance première avec les patientes et la possibilité de les accompagner, et je crois physiquement, je pense que c'est vraiment important parce que très souvent on oriente vers un service, mais il faut une disponibilité psychique suffisante pour formuler une demande d'aide. Et je pense que c'est quelque chose à entendre. Quand une personne se noie avant de lui apprendre à nager, on lui sort la tête de l'eau, me semble-t-il. Donc je pense que les PMI, les maternités, les néonates, etc., ont un rôle à jouer qui est majeur de ce côté-là. Fin de la remarque. Pas besoin de droit de réponse, tout va bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ou pas, Adrien et Joanne, sur ces deux points? Oui, sur le deuxième point, avant de revenir sur le premier. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, dans tous les aspects. Moi, j'adore les PMI. Non mais vraiment, je trouve que c'est l'incarnation justement de notre modèle universel très français. Voilà. Et elles sont en très grande difficulté. Il y a des disparités territoriales énormes. Il y a un rapport parlementaire de Michel Perron qui est sorti en 2018 qui a montré que sur les 10 dernières années, les PMI avaient perdu, enfin les départements, en l'occurrence qui ont la compétence, ont désinvesti 100 millions d'euros. Il y a par ailleurs, vous le savez, une pyramide des âges qui fait que là, dans les 2 ans qui viennent, 80% des médecins de PMI qui étaient en poste il y a 3 ans partiront à la retraite. Bon, donc nous, moi j'ai remis 100 millions d'euros dans les PMI en 3 ans, parce qu'elle a été enlevée pendant 10 ans. Il y a eu beaucoup de délégations de compétences, de fait, pour que les infirmières puéricultrices, etc., puissent procéder à des actes médicaux, pour dégager du temps médical. Il y a beaucoup de temps qui vous est pris par tout ce qui est homologation des crèches. Donc il y a des expérimentations qui sont faites pour transmettre ça. Moi, je crois beaucoup au PMI. Et d'ailleurs, j'ai proposé dans le cadre des assises de la santé de l'enfant qu'on transforme les PMI en maison des 1000 premiers jours. Voilà, parce que je trouve que c'est un beau terme. Je pense que ça vous va bien. Et dans la réalité, vous voyez beaucoup d'enfants en fait, entre 0 et 3 et plus après. Alors il faut faire gaffe au trou entre 3 et 6. L'idée, c'est pas de créer un trou entre 3 et 6. C'est pour ça que c'est une réforme qui est intimement liée avec la réforme de la médecine scolaire. Autre grand sujet auquel nous sommes confrontés, puisqu'elle n'existe plus. Il y a 800 médecins scolaires en France. 700 000 naissances, je crois, par an. 800 médecins scolaires. Voilà. Donc les PMI, vous avez raison, un rôle évidemment à jouer dans ce parcours 1000 premiers jours, dans tout ce qui est santé mentale. Vous avez raison de dire que quand on détecte, il faut pouvoir orienter derrière, et vous, sur la question de la santé mentale, mais comme sur toutes les professions médicales dans ce pays, en fait, c'est morne pleine. Voilà, donc Nerus Clausus, enfin voilà, toutes les bêtises qu'on a pu faire ces 30 dernières années font qu'on n'a plus de médecins, de paramèdes, de spécialistes, de généralistes, de pédopsychiatres. Il y a un vrai problème, et c'est pas qu'en ruralité, hein, les déserts médicaux, c'est aussi dans les zones urbaines. Donc on a fait un certain nombre de choses il y a quelques années, mais former un médecin, un professionnel de santé, ça prend un peu de temps, donc les effets arriveront probablement bientôt. Et si je permets juste de compléter, il y a par rapport à ce que vous disiez, ce que vous avez vécu, et par rapport à ce que vous disiez, alors les maisons de naissance permettent de repérer effectivement les difficultés psychiques. Il y a l'entretien prénatal précoce aussi, normalement, au 4e mois, qui doit être l'occasion de commencer à sensibiliser là-dessus. L'entretien postnatal aussi, alors j'ai plus l'échéantage, mais je crois que je ne sais même pas si vous êtes vous au courant qu'il y a un entretien postnatal entre la 5e et la 10e semaine qui est remboursé par la Sécu. Je crois qu'il n'y a que 20 ou 30%, ça a 2 ans, il n'y a que 30 ou 40% des femmes, je crois, qui le prennent aujourd'hui. Et puis pour des situations un peu plus complexes encore, juste dire qu'il y a tout le volet psychiatrie périnatale, sur lequel on a mis de l'argent justement pour créer des unités mère-enfant, et avec l'hospitalisation complète, de l'hospitalisation de jour, et aussi de l'aller vers, et avec des équipes mobiles qui se sont créées, notamment avec des médecins de PMI, des sages-femmes, des psychiatres, des pédopsychiatres, puisqu'il y a les deux. Et quand on a repéré, grâce au PMI, beaucoup, à l'assistante sociale, des situations de fragilité, psychiatrique parfois. Et c'est pas parce qu'on a des problèmes psychiatriques qu'on n'a pas le droit d'être parent, mais ça nécessite de repérer précocement, d'accompagner, voilà, pour éviter pour que tout se passe bien, quoi, voilà. Et donc il y a des équipes d'aller vers, des équipes mobiles comme ça,
qui vont repérer au moment du projet parental ou en début de grossesse, quand il y a des difficultés sociales, psychiatriques, etc., et pour pouvoir accompagner la parentalité le mieux possible. Et puis je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur ce congé unique là, que j'appelle, ça c'est aussi pour la femme, c'est pas que pour l'enfant, c'est pas que pour. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et puis je suis désolé, je le redis, avoir une part obligatoire, dans le sens juridique du terme, imposée aux entreprises qui ne peuvent pas s'y opposer. Ça n'était pas du tout dans le débat public et c'était demandé par personne. Mais whatever, peu importe. Ça allait de peu soi. importe. Ça va de soi. Ça allait de soi. Enfin, je pense que c'est un implicite. Et ça va de soi, mais sauf que dès avant, c'était pas la réalité. Voilà. Mais c'est bien. Joanne, Benjamin, je vous laisse réagir sur les deux remarques qu'on a eues là. On va pas. Voilà, le contenu du débat va continuer autour d'un dîner. Ouais. Moi, de mon expérience des maternelles, j'avais l'impression que la demande était faite quand même. On avait reçu plusieurs fois des gens qui venaient faire la demande. D'accord. Bon. Et moi, je voudrais répondre à ce que vous avez dit parce que je pense que ça peut aussi être, un peu, je vais essayer de peser chaque mot, dangereux de trop dire ça. Parce que sous-entendre que même 18 mois de congé, maternité, paternité, parentale, on l'aborde comme on peut, serait la seule solution de bien vivre sa parentalité, ça met aussi dans la tête, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, mais ça peut laisser dans la tête que les gens qui n'auront pas envie de prendre ces 18 mois seront des parents désinvestis. Parce qu'il y a aussi plein de gens, j'en fais partie, et je sais que ça concerne, je pense aussi beaucoup de monde ici, qui ont été très contents de reprendre le travail, parce que s'occuper d'un bébé, d'un enfant, c'est super, mais c'est aussi très difficile, là je reprends rien à personne, et le travail permet aussi de souffler la journée. De souffler, ça ne veut pas dire uniquement physiquement, c'est aussi de s'aérer, penser à autre chose, et on est encore plus content de rentrer le soir, s'occuper de ses enfants. Je le dis d'autant plus, faites-moi bien confiance que je suis à 100% investi avec mes enfants. Mais moi, j'aurais pas du tout pu m'arrêter 18 mois, c'est encore plus le cas de ma femme. 18 mois, ça aurait été trop. Donc, à trop dire 6 mois, c'est rien. 6 mois, c'est déjà beaucoup, c'est déjà une bonne chose. Pour certaines personnes, je pense que c'est pas assez. Mais dire qu'il faut un minimum de 18 mois, sans quoi on ne peut pas s'occuper de ses enfants, je pense que ça peut être contre-productif. Voilà ce que je voulais ajouter. En prenant le risque d'être hué. J'ai plus le micro pour les interrompre, c'est fini, mais juste réagir notamment sur les PMI, parce que vous êtes directement concernés. Oui, et de revenir quand même en effet sur ça, parce que je reçois des femmes déprimées, et parfois une de mes orientations, c'est le retour au travail. Parce que ça fait partie pour certaines femmes, le fait de repartir au travail améliore la santé mentale, parce que la maternité, être à la maison, en huis clos avec son bébé, c'est pas possible. Ça, je crois que, comme on le disait au début, chaque parent est différent, et je crois qu'il y a un respect à avoir, mais il peut y avoir des possibilités. Dans ce que vous dites, ce qui me semble très important, c'est de pouvoir bien dissocier quand même qu'une femme a besoin de se reconnecter, mais s'occuper de son corps. Enfin voilà, l'accouchement, il y a eu un accouchement et il y a un temps, en effet, qui doit être centré sur la femme, et ça doit être respecté. Et ça doit être à côté du congé maternité, 2 mois et demi, c'est bien trop peu. Voilà, que les femmes, des fois, auraient même besoin, j'ai eu une maman récemment, de pouvoir avoir un arrêt maladie, son bébé chez la SMAT, et elle, chez le coiffeur, se faire du bien, retrouver son corps, aller faire le shopping avant de reprendre le boulot. Bon, bah, elle n'a pas eu son arrêt maladie et elle est arrivée au boulot pas très bien. Donc voilà, donc ça je voulais quand même le dire. Alors les PMI, bon voilà, la PMI brute qui est aussi la PMI où est né le DDS, avec Nicole Guéné, Antoine Guéné. Donc je suis tout à fait d'accord, il y a un vrai volet formation des professionnels du champ du somatique sur les questions de santé mentale, comment aborder ces questions, bien connaître son territoire sur les propositions de structures en aval. Et donc ça c'est en effet très très important. Mais voilà, dans tous les cas, le dépistage doit se faire. L'entretien prénatal précoce est le meilleur endroit en anténatal, et tout au long de la grossesse, mais déjà là. Il faut pouvoir parler de santé mentale en tous les cas. Merci beaucoup, j'en ai un mot pour moi. Oui, je veux dire que je pense que ce qui a été évoqué, c'est le fait d'avoir le choix, en fait, et que ce soit possible. Encore une fois, on y revient, mais je crois que c'est essentiel, et d'avoir le choix et d'arrêter de penser ou de juger ce que les autres font, et si c'est bien et si c'est pas bien, et si on est bien au travail, on est bien au travail, et si on est bien à la maison, on est bien à la maison.
En revanche, d'un point de vue purement physiologique, effectivement, cette histoire de temps de cicatrisation d'une grossesse, que cette cicatrisation soit psychique ou qu'elle soit physique, 2 mois et demi, c'est bien trop peu. Parce que là, même sans parler d'aller chez le coiffeur ou se faire du bien, tout simplement pour certaines femmes, retourner en travail quand elles se font pipi dessus, parce que c'est une réalité après un accouchement, c'est compliqué. Tout simplement, et que en 2 mois et demi, physiologiquement, les tissus n'ont pas le temps de cicatriser, surtout sur ce genre sur certaines naissances qui peuvent être un peu traumatiques. Merci Charlotte. L'important d'être accompagné, le choix, j'espère qu'il y a quelques éléments clés qui sont sortis de comment on est parents. Les débats sont lancés, au calme on prend soin, et donc on va aussi prendre soin du fait que vous avez sûrement tous très faim. Donc je vous invite à venir continuer les débats autour d'un buffet à côté, et encore une fois un grand merci à nos intervenants d'être venus apporter différentes couleurs et palettes d'expériences sur ce sujet.